L'invité de la rédaction. Mesdames et messieurs, bonjour. Le terrorisme n'est plus une menace, il est bien là. Les événements de Chaambi en témoignent. Cela fait 2 semaines que des mines explosent à Jbal al-Chaambi et voilà que cette semaine, les partisans du mouvement Ansar al-Sharia ajoutent de l'huile sur le feu. Ils défient la loi après l'interdiction de l'organisation de leur congrès. Pour en parler, ce matin dans notre rendez-vous hebdomadaire de la rédaction, nous avons invité professeur Faisal Shrif, expert en questions stratégiques et militaires. Professeur, d'abord en ce qui concerne ces individus retranchés à Jbal al-Chaambi, certains parlent de cellules dormantes, d'autres de groupes isolés. D'après vous, qui pourraient être ces groupes armés? Pour éclairer un peu l'opinion sur ce qui se passe à Jbal al-Chaambi, ces groupes en fait sont affiliés à Al-Qaïda dans le pays du Maghreb en fait, Al-Qaïda fi bilad al-Maghreb al-Islami. En fait, la naissance de Al-Qaïda au pays du Maghreb remonte à 2006 à peu près, et cette Katiba en fait s'est annoncée juste après les événements de Soliman en 2008, et c'est pour la reconquête du Maghreb et le remettre un peu dans la sphère du mouvement djihadiste, salafiste, qui prône la lutte armée contre les incroyants et contre les intérêts occidentaux dans le Maghreb. Et ce qui se passe aujourd'hui à Chaambi n'est en fait que quelques groupes qui sont montés à la montagne après avoir passé un moment entre le recueil en fait d'armes et puis quelques essais aussi. On se rappelle bien les événements de Bir Ali Ben Khalifa, de Rouhiya, de Gbelli, Oui. et puis les dépôts d'armes qu'on a découverts à Dawar Hishr. Donc il y a un cheminement historique à la fois et géographique. Donc on a vu le passage du sud vers le nord, vers la grande ville Tunis, regrouper les armées et puis aller à la montagne pour une stratégie en fait de regrouper le maximum de personnes pour des entraînements afin de préparer d'éventuelles opérations. Ce qui laisse présager que ce groupe préparerait, dans le conditionnel bien sûr, des opérations, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, surtout après que les troupes françaises ont attaqué au Mali et ont pris la solution armée au Mali contre les groupes d'Al-Qaïda. Mais justement, professeur, vous avez déclaré au mois de décembre que Al-Qaïda au Maghreb islamique n'aurait pas l'intention de s'implanter en Tunisie. En partie, cette déclaration, en fait, je l'ai dite pour les difficultés qu'aurait Al-Qaïda de s'implanter en Tunisie, non pas dans l'idée même en soi. Parce que Al-Qaïda, comme vous avez vu, maintenant s'implante dans les montagnes ou dans les régions éloignées des grandes villes. Et c'est très facile à détecter en fait le mouvement de ces personnes dans les grandes villes. Et la Tunisie, comme vous savez, est un pays généralement de plaine. Les quelques montagnes qu'on a peuvent facilement être contrôlées et ratissées très facilement. Donc je l'ai dit dans l'idée que ces groupes ne peuvent pas s'implanter dans les grandes villes. Même pour eux, en fait, ils n'ont pas l'idée de s'implanter dans les grandes villes. Peut-être quelques individus qui passeront en ville pour faire des opérations, ils chercheront plutôt des espaces géographiques très ouverts comme la Libye ou comme les grandes montagnes dans les pays du Sahel, en fait, et le Mali, le Niger. Donc, ce sont des endroits où ils peuvent bouger très facilement, éventuellement utiliser même les dromadaires, en fait, pour les déplacements et se cacher même parmi les Touaregs dans ces régions-là. Donc, vous pensez que ces personnes sont implantées uniquement dans cette zone forestière? Non, ils ont une aide logistique. Et ils sont en train de recruter parmi les jeunes dans les mosquées et dans les grandes villes. Donc, la première opération consiste à stocker les armes. Et donc, pour stocker aussi et acheter, il faut des subsides, il faut de l'argent. Ouais. Deux, il faut une base logistique, donc des maisons ou des gens qui leur offrent cette logistique dans les grandes villes. On ne peut pas cacher les armes, vous savez, dans les campagnes, c'est un peu difficile. Ils utilisent des formes déguisées, des maisons, des entrepôts, par exemple, de marchandises, des meubles éventuellement. En troisième lieu, donc, recruter des personnes dans les quartiers populaires à travers Internet, à travers les mosquées, et même du bouche à oreille. Justement, professeur, Ansar al-Sharia aurait-il un lien avec les événements de Chaambi? Ansar al-Sharia n'est pas encore homogène.
comme tout corps, hein, comme tout même parti politique. Donc il y a l'aile modérée, mais il y a des groupes aussi extrémistes qui prônent en fait le djihad tel qu'ils le conçoivent, hein, pas en tant que conception pure de l'islam. Et donc on prévoit qu'une aile extrémiste en fait de Ansar al-Sharia prône la lutte armée contre le pouvoir central et surtout contre les forces militaires qui, pour eux, représentent, comme ils disent en arabe, le tarot, c'est-à-dire Les tyrans. les tyrans. Professeur, certains accusent le gouvernement de laxisme et lui fait assumer l'entière responsabilité de ses dérives sécuritaires. Est-ce que vous partagez cet avis? Le gouvernement n'a pas pris la mesure du danger, de la menace de ces groupes. Pour nous, historiens et sociologues, on sait bien que des groupes, en fait, de petits groupes, mais fervents et ardents, sont beaucoup plus dangereux qu'une majorité de tièdes. Donc le gouvernement, peut-être au début, il a dit que, ou il a compris, ou il a essayé d'expliquer, en fait, son comportement, que la Tunisie passe par une période démocratique, que le dialogue est roi, avant toute opération en fait policière ou militaire. Et donc le gouvernement pensait donner un peu d'espace pour ces groupes-là, pour s'expliquer, pour parler, et peut-être pour les convaincre. C'est un peu naïf, certes, mais ça manque aussi de maturité politique, et ça manque aussi de vision stratégique. Malheureusement, on a un centre d'études stratégiques qui est lié à la présidence de la République. Je ne sais pas ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. En fait, on devait prévoir, en fait, de comprendre comment marchent ces noyaux, comment prévoir une politique sécuritaire pour la Tunisie, comment prévoir comment ces gens-là peuvent dans le futur en fait travailler les réseaux. Et ça aussi, ça pouvait éclairer le gouvernement dans sa politique vis-à-vis de ces groupes-là. Or, rien n'est fait. Donc, en l'absence d'une vision globale, d'une vision stratégique, d'une vision sécuritaire, et tout est dans les idées, hein. Donc si vous n'avez pas une conception bien claire et bien définie, c'est normal, vous allez subir et vous allez travailler sur les événements. Et ça va donner un peu de l'usure au gouvernement. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cette vision, hein. Jules Romain dit les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements. Et les esprits médiocres discutent de personnes. Vous voyez, on est toujours dans les deux dernières, en fait, où on discute de personnes ou des événements, mais jamais on a eu un débat d'idées. Et les idées, ce sont les grandes idées, les grands dessins qui font avancer la société et la République. Si vous avez une vision philosophique claire de ce qui est la sécurité nationale de la Tunisie, des moyens qu'on doit donner pour assurer la sécurité nationale, c'est très simple, hein, vous pouvez cibler les ennemis qui menacent la sécurité nationale et travailler en conséquence. Or, cette vision n'est pas claire. Et aussi cette menace sécuritaire qui pèse très lourdement. Et ça menace tous les secteurs de la vie, l'économie, la société, l'enseignement, tout. Tout est lié à la sécurité. Et donc, en l'absence de cette vision, vous voyez, on est toujours dans la même situation, hein. On est en train de suivre les événements et travailler en conséquence. Alors que le travail sécuritaire est d'abord anticipation. C'est anticiper les risques, anticiper les dangers, tracer une politique sécuritaire claire, définir ce que c'est que notre sécurité et surtout définir les moyens de parvenir à cette sécurité. Et ce n'est pas les moyens techniques dont je parle, ou militaires. Il y a énormément de choses à mettre sur pied. D'abord, au niveau culturel, comment éradiquer cet extrémisme en fait des mosquées, le discours qu'on prône aujourd'hui, la politique sociale, le contrôle des frontières, et ça, rien n'est fait. Et qui aujourd'hui pèse en fait et menace très lourdement notre sécurité nationale. Les États-Unis viennent de classer la Tunisie parmi les pays à risque et accordent à son personnel exerçant en Tunisie une prime de 25%, comme c'est le cas au Pakistan. Une prime de risque. Une prime de risque, oui. Qu'en pensez-vous? Ces pays comme les États-Unis et comme la France ont une vision et ont des rapports presque quotidiennement sur la situation tunisienne. Et s'ils sont passés à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 4 ou 5 degrés de danger pour chaque pays, et chaque pays est classé selon ce classement, c'est malheureux que la Tunisie soit classée quand même avec le Pakistan dans cette justement, catégorie. Professeur, le maximum c'est 35%. Oui, donc là on est à l'orange, hein, on n'est pas mais ça augure quand même, puisqu'on a vu ce qui s'est passé à Kérouan, à Haït Tadamon.
Donc ça augure peut-être, s'il n'y a pas une politique réelle, une vision, je dis avant tout, hein, c'est pas le fait de mobiliser des dizaines de milliers de policiers ou de militaires sur les frontières et dans les villes, c'est pas ça la politique en fait sécuritaire, c'est une vision, comme j'ai dit, hein, beaucoup plus globale, elle est stratégique, il y a une vision nationale de ce que doit être la sécurité nationale sur 10 ans. Hein. Mais là, les États-Unis sont passés non seulement en Tunisie, il faut le dire, hein, toute la zone. La Libye, c'est la plus grande menace en fait pour les États-Unis, même pour la France. On a vu le genre d'opérations qui sont faites là-bas. Et le Niger, les États-Unis ont installé en fait un centre de drones pour contrôler toute la région. Donc la menace, elle est réelle. Elle est vue par les États-Unis comme par la France et l'intervention militaire française au Mali. En fait, dit bien que les menaces d'Al-Qaïda dans le pays du Maghreb est une menace réelle. Justement, professeur, concrètement, à quel niveau de menace la Tunisie est-elle confrontée aujourd'hui? Moi, je la classerais sur 5 en fait, parce que le classement, généralement, dans tous les pays, il y a 5 échelons en fait. Aujourd'hui, on a peut-être atteint l'échelon 3. Donc, prévoir si d'autres menaces, comme on a vu, peut-être en ville, c'est plus dangereux. Heureusement, maintenant, c'est isolé dans les montagnes de Chaab. Mais imaginez que ces groupes passent à l'action dans les grandes villes. Mais je pense que la plus grande gaffe, en fait, c'est bien situé un certain laxisme au niveau de l'ambassade américaine au mois de septembre dernier, quand on a cru que ces gens-là... Parce que c'est pas qu'un sale sharia. En fait, on oublie que tous les délinquants, ceux qui ont fui les prisons, ceux qui veulent se cacher de la police, en fait, qui intègrent ces groupes-là et qui profitent de cette couverture de Ansar Sharia pour piller, pour incendier les postes de police, etc. Donc, c'est pas, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est pas un groupe homogène. Donc, ça rafle pas mal de personnes et ça satellise quand même pas mal de, excusez le mot, hein, pas mal de voyous en fait, qui se disent en fait djihadistes ou qui se disent de Ansar Sharia, mais qui n'ont rien à voir avec eux. Donc maintenant, à quel scénario peut-on s'attendre? Il faut s'attendre, comme on découvre chaque jour en fait des cachettes ou des personnes qui sont en train de préparer des explosifs comme celui de Hafouz ou d'autres, que ces gens-là s'attendent en fait et se préparent pour une éventuelle guerre. Et moi je dis qu'il faut prévoir le pire, le danger qui viendrait de ces groupes-là, ceux qui passeront à l'acte dans les villes et qui essaieront de mobiliser en fait les jeunes et qu'ils passeront aux actions, à l'action armée carrément. Donc pour moi en fait ces gens-là ou ces groupes-là représentent certainement un danger potentiel. Mais le pire, ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui, ce qui manque énormément, c'est toujours, et je le répète, c'est cette vision stratégique de notre sécurité nationale qui est toujours absente, et ce, en l'absence, en fait, d'une harmonie entre les différents corps. J'explique, c'est pas le rôle des militaires, ni de la garde nationale, ni de la police. En fait, c'est un rôle national. Et pour parvenir à créer cette harmonie en fait et à travailler sur notre sécurité nationale, il faut un corps indépendant qui ne dépend ni de l'armée, ni de la garde nationale, ni de la police, comme c'est dans les pays évolués, parce qu'il y aurait un tiraillement entre les différents corps, il y aura peut-être des consignes politiques qui seront données. Donc, pour moi, il y a l'indépendance de ce corps pour la lutte antiterroriste qui doit travailler en harmonie avec tous les corps, et surtout doté d'experts nationaux et internationaux afin de créer toute une cellule en fait, de travail et le plus important, le travail qui est totalement absent depuis 2011 et je le dis, hein, ça je l'ai même remarqué sur le terrain, l'absence des services de renseignement mais pas avec l'esprit ancien, en fait, l'esprit de Ben Ali, avec les renseignements qui, eux, seront peut-être l'avant-garde, l'avant-poste de tout travail de terrain. Vous savez, un militaire ou un policier, vous pouvez le mettre ou le jeter dans un quartier populaire. C'est pas évident hein, qu'il va connaître les réseaux, les personnes, etc. Donc, s'il n'a pas le renseignement, et le renseignement est totalement absent. Je ne sais pas si on a très vite fait de disloquer, de décortiquer, d'éliminer ce corps, mais on n'a pas construit un corps nouveau, un corps sain qui travaillerait pour la sécurité nationale de la Tunisie.
Et jusqu'à maintenant, c'est un grand défi. Donc vous pouvez mobiliser 100 000 personnes pour traquer en fait l'action terroriste en Tunisie, mais pour autant, si vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas les renseignements nécessaires, vous n'avez pas recueilli en fait le réseau qui travaille en fait, d'abord le réseau des renseignements, et puis comprendre le réseau terroriste qui travaille en Tunisie. Comme on a dit, on passe par le financement, par le recrutement, par l'aide logistique dont profitent ces groupes. Et là, on peut facilement, en fait, bien comprendre le mécanisme interne du fonctionnement de ces groupes armés. Est-ce que le scénario algérien peut se reproduire en Tunisie? Oh non, moi, comme historien, j'ai suivi de très près, en fait, les événements d'Algérie. En fait, ni la géographie, ni l'histoire, on ne peut pas transposer, en fait, deux pays, deux cultures, deux peuples, pareil. Le scénario algérien, en fait, a été... il y avait une rupture en fait avec les élections. Et donc ces gens-là se sont sentis un peu opprimés, éliminés du pouvoir alors qu'ils avaient la légitimité. Deux, la géographie de l'Algérie n'est pas la géographie de la Tunisie. C'est un très vaste pays, c'est 16 fois la Tunisie, ce sont des montagnes interminables en Algérie, sur la côte, et puis dans le sud, et c'est notre frontière tunisienne. Donc le facteur géographique joue énormément. Donc ces groupes, ils peuvent se cacher pas avec 5-10 personnes dans des petits villages. Et donc c'est une autre culture. Ce n'est pas le cas en Tunisie. Il n'y a pas le cas puisque les islamistes sont au pouvoir aujourd'hui. Personne ne leur a contesté en fait le pouvoir, sauf par des groupes extrémistes au sein même de la grande famille islamique en Tunisie. C'est comme on a parlé des groupes des Ansar Sharia, par exemple. Alors qu'en Algérie, le problème s'est posé autrement. Et donc, il y avait quand même un bras de fer entre le pouvoir, qui était militaire en Algérie, il faut le dire, et puis ces islamistes qui ont cru qu'ils avaient la légitimité populaire. Donc, vous voyez, la société était presque divisée en deux clans bien distincts, alors qu'on n'est pas dans ce cas-là en Tunisie. Donc, professeur, la menace terroriste est là. C'est une mouvance qui tente de s'installer en Tunisie. Selon vous, quelles sont les solutions pour s'en sortir et pour éviter le pire? Pour éviter le pire, au plus vite, une stratégie sécuritaire de la Tunisie doit être instaurée avec un corps indépendant de lutte antiterroriste. Comme j'ai dit, ce n'est pas l'apanage ni des militaires, ni de la police, ni de la garde nationale. Donc, tout un corps qui travaille sans consigne politique, avec des experts et des rapports qui doivent être établis, aussi bien par les services de renseignement que par les moyens techniques et surtout par les moyens aussi sociaux. Il faut qu'un militaire, qu'un policier quand même soit tranquille, à l'aise pour sa famille, pour sa situation sociale, pour pouvoir bien travailler. Il y a un facteur très important qu'on néglige aussi aujourd'hui, c'est un mot magique, le patriotisme en fait. Qu'est-ce qu'on a inculqué à nos jeunes, à nos enfants? Le drapeau, l'État, la Tunisie, son histoire. En fait, on remarque après la Révolution aujourd'hui un dénigrement en fait de toute une période, mais sommes-nous en train de donner une véritable image, un véritable visage de l'histoire de la Tunisie afin que ces enfants, son peuple, défendent ce pays, qu'ils comprennent l'importance de ce pays et surtout de son histoire. Et ça, c'est un travail pédagogique très important qui est malheureusement totalement absent et on voit dans toutes les tribunes, dans tous les médias, on parle de tout, mais on n'a pas encore cette sensibilité de l'histoire. Moi, quand je regarde quelques pays, par exemple pour les fêtes nationales, comme aux États-Unis, chacun met le drapeau de son pays devant sa maison quand c'est une fête nationale. On a vu le 20 mars et le 9 avril qu'est-ce qui s'est passé dans nos rues, et chacun veut utiliser l'histoire à des fins politiques. Et ça, c'est très mauvais, c'est très dangereux. Laissons l'histoire aux historiens et donnons une véritable lecture de notre histoire et de promouvoir le patriotisme. Ça, ce qui est absent, parce que quand quelqu'un il brandit un drapeau noir et enlève, il brûle le drapeau national tunisien, là je me pose beaucoup de questions sur ce que nous faisons pour la culture de nos enfants, les générations d'aujourd'hui, parce qu'il y a une ignorance mais vraiment flagrante de notre histoire. Aujourd'hui, on est passé d'un dénigrement vers la création d'une fausse histoire. Le plus dangereux, c'est de manipuler l'histoire à des fins politiques. Professeur Faisal Cherif, expert en questions stratégiques et militaires, merci pour tous ces éclairages et merci d'avoir été parmi nous. Merci et à bientôt.
Ainsi s'achève notre émission. Merci pour votre attention et rendez-vous mercredi prochain avec un autre invité de la rédaction. L'invité de la rédaction.